Coup de cœur total, un de mes films de l'année très probablement, bien que l'année soit très très peu avancée, mais c'est évident que Midnight Special fera partie de mes films préférés de cette année. Midnight Special donc est réalisé par Jeff Nichols et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est enlevé par son père. Déjà à la base il y a quelque chose d'étrange dans cette phrase, mais il faut avancer. Qui va essayer de l'emmener quelque part, on ne sait pas où, pour faire on ne sait pas quoi. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que cet enfant n'est pas comme les autres. C'est l'accroche du film, c'est il n'est pas comme nous. Cet enfant a quelque chose d'étrange, quelque chose de très particulier. On voit qu'il a de la lumière qui sort des yeux, ce qui est quand même effectivement un indice qu'il y a quelque chose qui est assez étrange chez lui, et qu'il a donc des pouvoirs particuliers, et ces pouvoirs vont permettre de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et à vrai dire, tout le film va être basé là-dessus, sur la révélation progressive de ce mystère, de cette intrigue, le fait de savoir d'où vient l'enfant, pourquoi est-ce que l'enfant était là, pourquoi est-ce que les parents, pourquoi est-ce que le père a dû enlever son propre fils, pourquoi est-ce qu'ils sont sur la route, où est-ce qu'ils se rendent, quel est le but, etc. Contrairement à beaucoup de films qui se basent sur ce genre de scénario, c'est pas du tout un scénario de twist. C'est pas du tout un film où on a une révélation, où on nous dit en fait on vous a mené en bateau depuis le début, en fait le vrai truc c'était ça. Non, c'est juste que c'est la complexité presque du monde réel. C'est-à-dire que vous arrivez juste dans un endroit, et au départ, quand vous arrivez, vous comprenez rien, jusqu'à ce que quelqu'un vous explique ce qui se passe. Que vous arrivez dans un endroit que vous connaissez pas. Là, dans le film, il y a beaucoup de lieux et d'environnements différents qu'on connaît pas, ou avec des circonstances précises qui font que généralement on peut pas trop y accéder, dans lesquels on va rentrer dans certains milieux, surtout, plutôt que des endroits. Certains personnages qu'on va rencontrer, et effectivement, tant qu'il n'y a pas d'interaction avec un autre personnage, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus le film vous le révèle, mais vous le révèle de façon intelligente et non pas en faisant de l'exposition très claire par logoré verbal. Mais petit à petit, du coup, il va vous révéler les éléments qui sont qui font la vérité, et qui sont en fait des choses qu'on vous avait simplement cachées, et non pas qu'on avait essayé de vous faire prendre pour autre chose. C'est simplement qu'effectivement, la réalité est parfois si étrange et si complexe que, ouais, quand vous la voyez comme ça, à la base, ça vous dit rien. Si je vous fais quelque chose genre 32, 12, 57, 28, vous allez vous demander ce que je suis en train de faire. Vous allez demander ce que ces chiffres ont comme signification pour moi, pourquoi je vous les sors et pourquoi dans cet ordre-là. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le film. C'est en vous révélant au fur et à mesure ce que vous ne compreniez pas dans les premières scènes, ou des choses qui vous paraissaient, qui étaient juste survolées et que vous auriez cru ne pas comprendre au début, mais qui, par le fait qu'elles se répètent, qu'elles arrivent avec d'autres personnes qui du coup les mettent en jeu, etc., et qu'il y a des réactions, vont vous expliquer tout ce qui se passe. Donc c'est à la fois du show don't tell et du tell très intelligent. Donc le show don't tell, c'est montrer au lieu de dire, et quand ça dit, ça le dit de façon très très intelligente, très recherchée, pas du tout un truc brut et directement in your face. Donc vraiment, c'est au niveau du scénario que le film est le plus intelligent et intéressant. Il y a des thèmes magnifiques qui sont traités. Évidemment, le thème central, comme dans tous les films de Jeff Nichols, c'est la paternité. C'est-à-dire, c'est la relation entre le père et son fils. Là, ici, dans ce film précis, c'est est-ce que je vais pouvoir protéger mon enfant? Mon enfant va pas bien, est-ce que je peux le protéger? Et c'est la responsabilité d'un père normalement de faire attention à ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de traiter ça comme sujet de film, et d'en faire le centre d'un film de science-fiction. Donc, de centrer un film de science-fiction sur l'émotion et non pas sur l'action, comme ça se fait la plupart du temps, parce que généralement, quand il y a de l'action, il y a des effets spéciaux. Donc, s'il y a des effets spéciaux, on se concentre plus sur les effets spéciaux que sur les humains, qui vont plus servir à lier les scènes entre elles. Là, du coup, c'est de la science-fiction humaine. C'est la science-fiction qui est d'abord basée sur les personnages avant d'essayer de faire des scènes de science-fiction. Et quand il fait des scènes de science-fiction ou des scènes un peu étranges, ça fait toujours une cassure, une rupture très très nette. La toute première scène où le gamin fait briller ses yeux, là, elle arrive tellement, elle sort tellement de n'importe où dans un film qui depuis le début est ultra, brute. C'est vraiment de l'histoire réelle. C'est des gens qui sont en train de s'enfuir. C'est filmé dans le noir avec des nuits très très prononcées. Et d'un seul coup, on a une cassure très très nette avec la première scène de science-fiction qui arrive. Et quand il y a des scènes de science-fiction, des moments de science-fiction, il arrive à trouver des trucs qui, d'une, ont pas été beaucoup vus, très très rarement vus, et d'autre part sont très bien faites et ont une vraie gueule. C'est-à-dire c'est une vraie gueule de petit budget. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à faire un truc qui a de la gueule en ayant un petit budget en faisant son film? Parce que le film est fait pour moins de 20 millions, ce qui est un petit budget aux États-Unis, même si Jeff Nichols a fait des films pour bien moins que ça, parce que Take Shelter il a fait pour $800,000. Donc il est très habitué au petit budget, mais là du coup il a voulu faire un petit peu plus, mais ça reste de la science-fiction à très petit budget en principe. Quand on a des effets spéciaux et un personnage central qui a des pouvoirs, on a des budgets plus importants que ça. N'est-ce pas Deadpool qui a 50 millions est un petit budget de super-héros aussi. Je dis pas ça pour critiquer Deadpool, c'est pour montrer que
c'est les petits budgets dans le film de super-héros, c'est pas les petits budgets de chez nous. Donc voilà, il y a cette notion de rupture avec la SF qui vient d'un seul coup dans le film, mais qui malgré tout y est totalement cohérente, y est totalement inclus, et le reste du film va très très bien le traiter et très très bien le rendre. Donc c'est quelque chose qui vraiment marche très très bien. J'avais un peu peur de pas aimer ce film de Jeff Nichols, parce que c'est Jeff Nichols, et que jusque là ces films je suis pas trop rentré dedans. Take Shelter, pour tout dire, je crois que presque je me suis endormi devant le film. Faudrait que je le revoie, parce que je l'ai vu il y a 4 ans quand il est sorti, donc 3-4 ans. Donc faudrait que je le revoie. Shotgun Stories, je l'ai pas vu, il a été très peu diffusé en France. Et Mud, je l'ai rattrapé récemment. Je le trouve sympa, mais c'est le début de la performance classique de Matthew McConaughey avec son accent texan, où les gens ont cru que d'un seul coup il jouait beaucoup mieux parce qu'il avait un accent. Donc j'ai un petit peu de mal avec ça, et puis le film est quand même très très long pour raconter une histoire très très simple. Donc c'est vrai que je suis pas ultra à fond dans le film. Donc j'avais peur pour Jeff Nichols, et c'est vrai que je suis complètement charmé, et que cette inclusion du thème de la paternité dans le film est vraiment intelligent et très très bien recherché, très très bien trouvé, très très bien pensé. Et l'intégration de la SF dans tout ça est très bien pensé. Pareil, alors justement, au niveau de la lumière par exemple, je disais le film au début est très sombre. Il y a beaucoup de scènes tournées en lumière naturelle, c'est-à-dire que pendant les nuits par exemple vous verrez rien. C'est très 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 sombre. Il a fait exprès d'utiliser une pellicule qui est extrêmement sensible et en même temps très dynamique, c'est-à-dire qu'elle peut filmer des choses très très faibles. Mais si vous mettez une grosse lumière braquée en plein sur la pellicule d'un coup, elle va pas surexposer et être toute blanche. C'est une pellicule qui arrive à prendre aussi bien des très petites lumières que des très très grosses lumières dans la même dynamique. Et du coup, il y a beaucoup de scènes comme ça qui vont être filmées de façon très très sombre, avec très peu de lumière rehaussée. C'est beaucoup la lumière naturelle. Et il va beaucoup se jouer en fait sur cette notion de lumière pour jouer entre le réel et la science-fiction. Toutes les scènes à peu près classiques sont éclairées de façon naturelle. Certaines scènes qui sont dans des endroits très technologiques vont être éclairées uniquement avec des lampes et des éclairages artificiels. Et surtout, la science-fiction, les éléments de science-fiction dans le film sont cette lumière. C'est-à-dire que l'un des rares pouvoirs très concrets qu'a le gamin, c'est que ses yeux font de la lumière. Mais ses yeux, c'est pas un effet concret de la lumière. C'est pas un effet qui est fait sur le plateau où on lui aurait projeté la lumière sur les yeux. C'est un trucage qui a été rajouté ensuite. Mais du coup, cette lumière est artificielle et donc un élément de science-fiction. C'est l'artificialité de la lumière qui en fait très clairement un point de science-fiction dans le film. C'est une façon géniale de penser sa mise en scène de science-fiction, et c'est ultra bien trouvé. C'est cet équilibre très instable, mais que lui maîtrise parfaitement, entre le concret, le réel et la science-fiction, et le message qui va être transmis. C'est vraiment très très bien foutu. Donc de fait, il y a des lumières qui sont magnifiques. Quand la nuit est en train de tomber, c'est effectivement, il y a des trucs qui sont très bleutés, très sombres. Mais il y a aussi des plans de soleil levant, par exemple. Alors il y a un plan où on suit le FBI qui doit intervenir dans un endroit. Et donc du coup c'est très tôt le matin, le soleil se lève et on a un plan magnifique qui est juste un plan de face sur une petite route, mais qui est un petit peu en colline, un petit peu vallonneuse, avec un peu de relief, et on est en contre-plongée sur cette route. On voit donc juste la route qui se dessine en noir, donc en sombre, en silhouette, avec le ciel orange, jaune, doré, donc des lumières du matin. Et on a juste la silhouette de véhicules qui sont en train d'arriver, qui sont en train de descendre la route, et on les voit juste se profiler comme ça au-dessus de la ligne, descendre. Et il y a juste un tout petit nuage qui est au-dessus de ce petit cadre. Il y a la route, les nuages à côté, et juste une petite ligne de nuages, les véhicules qui arrivent et qui descendent et tout. Enfin, c'est des plans absolument magnifiques. Le final pur SF est vraiment très très bien trouvé, parce qu'il arrive à trouver le moyen de rester très auteur dans sa façon de traiter la SF, justement. Donc, encore une fois, un pari très très bien relevé. Et de façon générale, dans le film, la tension est extrêmement bien gérée. Ça passe d'une part par la musique, qui est géniale. C'est le genre de musique qui vraiment vous prend. C'est des sonorités très synthé, très années 80 ou 90. Le film s'inspire beaucoup des Midnight Movies de l'époque. Donc ce son très synthé qui s'inspire beaucoup des films de l'époque également, et du son de l'époque également, mais ils arrivent à la rendre de façon extrêmement prenante. Il y a une espèce de retour d'un son très cyclique, un truc qui vraiment se répète de plus en plus fort, de plus en plus vite, quelque chose qui vraiment met en scène et fait rentrer la tension et la gestion de la tension dans la scène. Et dans la scène elle-même, tout simplement la façon parfois de filmer un plan. Il y a un tout petit extrait très très court qu'on voit à un moment sur internet qui est en train de diffuser en ce moment, où on voit le gamin qui est en train de parler avec son père, qui dit pardon papa, je suis désolé. Le mec lui fait non, c'est ma faute, j'aurais pas dû te laisser tout seul. Il fait
non, je suis désolé. Et à ce moment-là, on comprend pas tout ce qui se passe, et d'un seul coup, on revient sur un plan de profil, la caméra s'éloigne un tout petit peu et se met très légèrement en contre-plongée, et d'un seul coup, on voit quelque chose qui est en train d'arriver, et on fait « Oh merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est du reveal tout simplement par la caméra qui recule. Donc ça, c'est de la petite tension toute subtile qui arrive d'un coup. Mais le reste de la scène par la suite marche très très bien aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose de surprenant en fait. C'est ça qui est marrant dans le film, c'est que la tension marche très très bien parce que on est toujours surpris par la situation, et la situation est toujours très compliquée à traverser parce que les personnages sont assez sans défense. Ils ont de quoi s'aider, ils ont des armes, ils ont des choses, et puis le gamin lui-même au fur et à mesure va pouvoir petit à petit essayer de les aider. Mais à la base, c'est juste des gens qui sont contre le monde, contre les militaires, contre la NSA, le FBI, tout ce genre-là. Donc c'est des trucs très particuliers à gérer. C'est vrai qu'il y a du coup toujours cette notion de personnage dépassé. Et comme la caméra reste très proche d'eux, on est souvent comme ça en angoisse avec eux et on les accompagne, ce qui marche très très bien. La caméra reste proche d'eux, mais cela dit, le film entier est tourné en focale très courte. Il est tourné en scope, et un scope anamorphique, donc il a toujours des plans qui sont très très larges. Il est assez vaste quand même dans ses cadres. Les perspectives sont un petit peu déformées des fois, mais c'est toujours donc du coup cette idée d'intégrer le personnage à un environnement. Donc c'est jamais juste le personnage, on est près du personnage quand il le faut, mais c'est le personnage dans un contexte mis en lien par rapport à un autre monde. Et ça marche encore une fois très 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 bien. Un dernier petit exemple comme ça de la façon dont le film vous dirige sur quelque chose de normal et d'un seul coup vous surprend. Il y a un plan qui je trouve résume bien cette idée, c'est vous avez un plan qui est au-dessus d'une route. Je vous dirai comment je pense qu'ils l'ont tourné après. Vous avez un plan qui est au-dessus d'une route, donc vous suivez la route, vous avancez en fait de point de vue d'une voiture, comme si vous étiez sur le capot d'une voiture, vous êtes au-dessus de la route, à peu près 1m50 au-dessus de la route, et vous avancez. Et la caméra avance très 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 vite, et d'un coup se met à se lever un petit peu, et devient une caméra aérienne qui se met à filmer une forêt avec tout un environnement, avec un danger à voir un peu plus loin, des choses genre là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on pourrait croire tout bêtement quand ce plan commence que c'est une caméra sur une bagnole et que ça marche, que la caméra va suivre la route et va montrer, donc ça va être un plan pour illustrer le chemin sur lequel le personnage avance. Et en fait, d'un seul coup, la caméra se relève et montre autre chose. Donc ce qu'on croyait être un simple plan sur une voiture, c'est en fait un plan, à mon avis, fait au drone. Et le drone a été envoyé à fond la caisse sur la route pendant quelques mètres, et d'un seul coup ils se sont dit bon allez c'est maintenant on le lève, et hop, le drone se lève, et le plan devient un plan aérien, ce qu'il était depuis le début, puisque la caméra volait depuis le début, mais on pensait à cause du point de vue que c'était quelque chose de plus humain. Vous voyez en quoi cette mise en scène est vachement intéressante, encore il y a beaucoup de choses qui sont très très belles dans le film, et en quoi je vous encourage du fond du cœur à aller le voir. Moi, je vis pour voir des films comme ça, et c'est une très très belle surprise. Le film est magnifique. J'ai eu la très grande chance de le voir en avant-première avec le réalisateur dans la salle qui faisait des questions-réponses juste après. Et je vais me précipiter en salle dès qu'il va ressortir, dès qu'il sera disponible, parce que là, du coup, je l'ai pas vu depuis l'avant-première, et j'ai qu'une seule envie, c'est de le revoir, parce que c'est vraiment le genre de film de science-fiction que je kiffe. Donc voilà, de tout mon cœur, je vous encourage à aller voir Midnight Special, qui est très clairement mon coup de cœur de l'année, mon premier coup de cœur de l'année en tout cas. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!